Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Difficile, pour ceux qui ont vécu, 2024 et 2025 et de pas voir que l'IA est quand même une révolution majeure pour tous les professionnels, les marketeurs ne faisant pas exception. Et comme il y a un FOMO qui est très fort, sur ce sujet-là et des inquiétudes qui peuvent être légitimes ou pas, on le verra. Je suis aujourd'hui avec Sandrine Lloyd qui est CMO chez Jabra, avec qui on va discuter justement de sa vision de cette nouvelle technologie, de son impact sur le marketing et sur le rôle de CMO. Donc, gros sujet et je suis ravi de pouvoir discuter avec toi. Bonjour Sandrine. Bonjour Axel, moi aussi ça me fait plaisir d'être là. Ouais, écoute, gros sujet, donc comme je le disais, c'est vrai que, bon, il y a plein d'actualités par rapport à ça et on l'impact, il peut pas être négligé. On en parlait déjà tous les 2 avant de commencer l'épisode, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Mais, juste avant, qu'on attaque, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Sandrine Desbarbieux-Lloyd, je suis née en France. J'ai bougé sur Londres pour mes études. Ça fait 30 ans que je suis en Angleterre. J'ai eu des rôles européens et au niveau mondial. Mon mari est anglais, on a 2 petites filles, un chien, un chat. Euh, et je parle beaucoup de franglais, donc il faudra m'excuser sur cette podcast. J'ai des petites difficultés parfois à traduire en direct. Il y a 10 ans, j'étais chez Samsung où j'étais vice-présidente du digital pour l'Europe. J'ai commencé dans l'IA il y a 10 ans. OK. Et ensuite, j'ai récemment bougé chez Meta, où j'étais responsable de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et maintenant, depuis 6 mois, je suis Chief Marketing Officer chez Jabra. Ça fait 6 mois et je m'occupe du marketing au niveau global. Ouais, écoute, ça fait un beau CV. Effectivement, tu le disais, s'il y a un peu de franglais, de toute façon, c'est pas grave, on a l'habitude sur le podcast et puis bon, pour le coup, ton contexte l'explique, largement, si ça fait, 30 ans, c'est ça que tu as dit, Ouais, que 30 tu es en ans. Angleterre, donc ouais, je peux comprendre que tu aies pris des habitudes. Du coup, ouais, tu le disais, donc tu es, CMO, chez Jabra. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu vois, je suis quand même un peu curieux, de est-ce que tu peux me décrire un peu l'organisation de l'équipe marketing, du coup, de ce que ça représente dans une entreprise de cette taille? Oui, bien sûr. Alors, d'abord, Jabra, c'est une grosse marque qu'on connaît bien, mais pour ceux Mmh. qui ne connaissent pas, en fait, Jabra, on développe des solutions audio, des solutions vidéo et qui utilisent l'IA. Et on fait ça pour aider les entreprises et leurs employés. Et le but, c'est d'optimiser la collaboration, la productivité, l'expérience utilisateur dans les environnements de travail hybrides. Donc, soit à la maison, soit au travail, soit entre les deux, sur la route. Donc vraiment une espèce de, de vision du travail d'aujourd'hui et Mmh. du travail de demain. Alors, comment est-ce qu'on est organisé aujourd'hui? Ben, Jabra, on est vraiment un partenaire. On travaille en partenariat. On travaille avec des distributeurs, des revendeurs, des intégrateurs. Mmh. Donc, on travaille aussi avec beaucoup d'alliances stratégiques comme Microsoft, Zoom et Google. Donc en OK. fait, on est vraiment formé de la meilleure façon pour entourer nos partenaires. Nos équipes s'occupent d'entourer les équipes de vente, les équipes des partenaires. Et ils sont en plus structurés par région, par pays. Et comme ça, on les garde très près des clients. Ce que je voulais pas, c'était d'avoir une grosse organisation globale Ouais. qui est loin des clients et qui comprend pas les besoins. Donc, on a vraiment une double dynamique. On a des équipes centrales, des centres d'excellence où on fait la création, les relations publiques, etc., le contenu. Et on a des équipes régionales qui s'occupent vraiment du marketing, du soutien aux partenaires, aux alliances, etc. OK. Ouais, cette organisation effectivement, entre les services globaux qui vont, ce que tu disais peut-être, enfin la partie product marketing, contenu, les gros assets, on va dire, et puis après tu as les équipes de terrain qui du coup vont régionaliser, les campagnes, enfin les campagnes en tout cas ce qui est créé au niveau du global et qui gèrent du coup les relations avec les partenaires dans chaque pays.
C'est exactement ça, ouais. Et on passe de plus en plus de temps sur le social, les canaux digitaux, de plus en plus de temps sur, les données, Ouais. l'IA dont on va parler aujourd'hui. Donc c'est vrai que toutes ces fonctions plus centrales, sont critiques pour les régions qui ont besoin et qui ont pas forcément les ressources pour tout faire. Ouais, bah, évidemment, effectivement. Gros levier, bah, bon, écoute, on va attaquer le vif du sujet. Du coup, c'est vrai qu'on voulait faire un focus particulier sur, l'impact de l'IA, au marketing. Je vais le diviser un petit peu en 2 temps, la question sur d'abord l'impact, sur le marketing et puis ensuite on parlera justement aussi sur, l'humain, sur le marketeur peut-être, du coup, si on devait diviser les 2. Hem Pour toi, c'est quoi les principaux, sujets sur lesquels tu vois le potentiel de l'intégration de l'IA au market? Et puis, bah, peut-être du coup aussi, ben, comment est-ce que vous l'utilisez aujourd'hui toi dans ton équipe? Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing, l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Hit, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. D'accord. Alors, c'est dans un contexte où Jabra, effectivement, on utilise l'IA dans nos produits, dans nos solutions. Donc, Mhm. pour nous, c'est vraiment super important dans l'entreprise en général. Par exemple, la suppression des bruits dans nos micros. Ouais, Par exemple, la qualité de la vidéo et de ce qu'on capte en vidéo avec des grands panoramas. L'analyse du ton de la voix pour les centres d'appel où on est capable d'améliorer la satisfaction du client en ok. fonction de cette analyse, etc. Donc ça, c'est vraiment une stratégie d'entreprise qui est très importante et qui du coup influence ce qu'on fait en marketing. Alors moi, en marketing, avec mes équipes, depuis que je suis là et avant, on utilise l'IA pour premièrement comprendre le client, faire plus d'analyse, ce qu'on appelle en anglais le propensity modeling, où en fait on essaye de prédire, de faire du scoring pour définir les clients qui sont plus susceptibles, plus intéressés d'ouvrir, de lire une communication ou de vouloir acheter ou même de vouloir partir pour une marque concurrente. Donc quand on arrive à prédire ces actions, en fait, on arrive à avoir une meilleure relation avec le client et au bon moment, quand il en a marre ou quand il est content ou quand il a envie de faire autre chose. Et du coup, ça crée une relation beaucoup plus personnalisée. Après, ces scorings, moi, je les utilise aussi avec mes équipes pour aider les équipes de vente Mhm. où, pareil, les ventes peuvent utiliser ces scorings pour être plus performants au bon moment avec leurs clients et être permanent et présent quand il faut. Après, on en a parlé un petit peu avant. Il y a effectivement, alors là, c'est beaucoup plus la IA générative, Mhm. où là où en fait on utilise ça pour la créa, le contenu, le référencement sur les moteurs de recherche. Tout ça, ça peut vraiment. On utilise les LLMs pour Ouais, pouvoir faire plus dans ce domaine et de façon plus automatisée, plus rapide. C'est pareil pour la traduction rapide, ouais. automatisée, etc. Évidemment, c'est pas parfait, hein, il faut toujours de l'humain pour compléter, mais ça reste important. Et ensuite aussi, plus récemment, pour analyser et comprendre la performance du marketing. En marketing, quand on est un marketeur, c'est le plus gros problème stratégique, c'est mesurer l'impact qu'on a
pour gérer les investissements et comprendre la valeur ajoutée du marketing, parce que Mmh. si ça n'ajoute pas de valeur, ça n'a aucun intérêt. Donc, avec l'IA, on a beaucoup plus d'opportunités. Il y a quelque chose qu'on appelle le MMM en anglais, Mmh. le Marketing Mix Modeling, où en fait, avec l'IA, ça nous permet d'utiliser le MMM comme on les utilisait depuis 15 ans, 20 ans, mais on utilise avec plus de données, ça devient du temps réel et ça nous donne une contribution par canal et ça mesure l'impact réel sur les ventes. Donc ça devient beaucoup plus intéressant que ce que ça ne l'était avant, quand on avait un Excel tous les 3 mois. Maintenant, on a de la donnée en temps réel et de façon permanente. Et ça nous permet d'avoir des décisions beaucoup plus rapides et beaucoup plus automatiques. Ouais, j'allais dire, en fait, ce qui est intéressant du coup dans l'IA, je vais prendre tes deux cas, parce que c'est vrai que la partie, génération de contenu, recyclage, c'est les cas d'usage un petit peu dont pas les plus classiques, mais en tout cas, c'est ceux qu'on les premiers, on va dire, avec les IA génératives, qui viennent, à l'esprit. Les 2 autres, tu as parlé de scoring et puis de MMM, enfin d'attribution, de modeling, de la contribution du marketing. Ça repose un petit peu sur cette même idée que, en fait, là, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est sa capacité en fait à traiter des gros volumes de données très rapidement pour identifier des tendances et tirer des grands enseignements, on va dire, de ces sujets-là. Donc le MMM, effectivement, c'est de ce que tu dis, le principe, c'est d'analyser tout l'historique des données de vente et de marketing pour voir quelles sont les contributions de chaque canal. C'était aussi fait, par exemple, pour les campagnes de pub télé, enfin mesurer des choses qui sont un petit peu offline, là où le digital est un peu plus facilement traquable. Et c'est par rapport à tout l'historique, ça va te permettre d'aller identifier. Bah, à ce moment-là, on a fait telle campagne et on a vu qu'il y avait telle tendance qui s'était dégagée. Comparé à ce qu'on fait de marketing de base, on va dire un petit peu classique, quoi. Et donc là, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en temps réel, ce coup-ci, tu es capable quasiment d'aller optimiser les retours de ces modèles grâce à l'IA, quoi. Tout à fait. Bon, l'important, c'est d'avoir de la bonne data, de la bonne Ouais, donnée, évidemment. Mais oui, effectivement, la capacité ou la capacité technique est devenue beaucoup plus intéressante parce que ça regarde l'historique et ça aussi, ça fait de la prédiction en fonction de ouais, l'historique. Donc, ça devient beaucoup plus euh, euh, pertinent. Je sais plus comment on dit ouais, précis, ouais. précis, merci. Et ça devient beaucoup plus en temps réel. Ouais, et sur cette idée, de scoring aussi dont tu parlais, donc pour mieux comprendre le consommateur, si je veux rentrer juste un petit peu dans le détail de ça, c'est en gros, du coup, vous allez, traiter quoi comme type de données? Des enregistrements de calls, des comportements dans les logiciels, ou la façon dont c'est ça, ce type de données-là pour, Mhm. avoir, tu parlais, peut-être le support client aussi pour avoir le ton de tu as parlé du ton de la voix, d'identifier à quel moment il y avait des points de frustration ou alors quels étaient les leviers d'achat pour à la fois équiper tes sales et toi potentiellement aussi mieux gérer la relation client dans une logique d'upsell, de rétention, des choses comme ça? Mhm. Tout à fait. Alors, le scoring, de façon spécifique, le propensity modeling, Ouais, c'est ce qui génère le scoring des clients et des leads. En fait, ça se fait directement dans la base de données consommateurs. Donc, OK. c'est quelque chose que tu construis à l'interne avec des algorithmes et ce sont des algorithmes qui sont basés sur des données telles que euh, tous les consommateurs qui ont acheté produit X dans l'année précédente. Ouais. Quels sont les consommateurs qui ont lu un email dans l'année précédente, ou ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, ce que tu cherches, ce que tu veux. Quels sont les consommateurs qui sont venus d'un concurrent dans les 2 années précédentes? Quels sont Et en fait, toutes ces indications que tu as dans ta base de données, que ça soit parce que tu as fait de la pub digitale et que tu as des données sur la façon dont ils se comportent sur ton site internet, par exemple, ou Mmh. que ça soit des données parce qu'ils ont téléphoné au service client et ils étaient très contents du service, etc. Toutes ces données, en fait, se retrouvent sur ta base de données
Et le modèle prend ces données pour regarder effectivement exactement ce que tu disais, des tendances et comprendre ce qui est commun et pour prédire le futur. Et ça devient beaucoup plus précis que ce que l'humain peut faire parce que ça peut gérer des millions de données là où nous on ne peut que gérer peut-être des centaines à la minute. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est la puissance de calcul, et puis les corrélations que c'est capable de trouver aussi entre les tout différents à fait. sujets, qui est super intéressant et au final, on le voit, tu vois, parce que là, enfin, on a parlé de différents cas d'usage et puis c'est vrai qu'on voit des logiciels d'IA, ça sort alors là, pour le coup, on n'a jamais sorti, aussi vite des logiciels. Tu as des nouveaux vous, il y a des applications dans les produits, donc évidemment, il y a des fonctionnalités qui sortent dans plein de produits, qui existaient déjà, dans plein de logiciels qui existaient déjà, on voit des fonctionnalités IA qui sortent. Il y a des nouveaux produits qui se lancent. Et puis d'un autre côté, tu as GPT ou Gemini qui vont faire une mise à jour et puis ils rajoutent des fonctionnalités et puis ça détruit tout un pan de logiciel qui était sorti. Ça rebat les cartes à chaque fois. Au final, du coup, la question sur laquelle je voulais aboutir, c'est euh, pour tous les cas d'usage que tu décris, est-ce que tu penses qu'il vaut mieux, enfin, acheter une solution, au final, bah, on se rend compte que les cycles de vie des logiciels IA, bah, ils sont quand même très courts, ça peut très vite bouger. Est-ce qu'il vaut mieux construire en interne, enfin, sur tes bases de données, tes propres algorithmes avec des automations ou peu importe, bon, ça demande un peu de compétences, mais euh, comment tu fais ces arbitrages-là, construire tes propres agents, tes propres automatisations, acheter des solutions, enfin, et puis toi, quelle option t'as pris, quoi? Mmh. C'est une super question. C'est vraiment une excellente question. Et avant d'y répondre, je voudrais dire que, enfin, le département marketing n'est pas le seul département dans l'entreprise qui utilise l'IA et certainement pas le le decision maker de toutes les décisions. Je sais plus encore comment on dit en français, l'acteur principal ou Mmh. l'acteur qui Le décide. décisionnaire, ouais. Mmh. Donc voilà, donc c'est très important que ça soit des décisions d'entreprise qui soient faites avec le département informatique, le département stratégie, etc. À haut niveau pour que ça corresponde à la stratégie de l'entreprise. Donc effectivement, c'est une question stratégique. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Si tu construis, c'est lent, c'est cher au départ parce qu'il faut investir énormément. Par contre, ça personnalise, ça peut te donner beaucoup de différenciation au niveau de tes concurrents sur le long terme. Acheter, c'est rapide, ça coûte peu au départ, mais ça coûte cher sur le long terme. Donc, ça dépend ce que tu veux faire. Par exemple, donc si on parle des produits IA, c'est très stratégique. Du coup, effectivement, il faut construire. C'est nécessaire pour l'entreprise. C'est un point de différenciation. Par contre, en marketing, si je veux traduire en masse tous les sites internet et tous les leaflets, etc., etc., honnêtement, je peux acheter, ça sera mieux fait, ça sera basé sur les LLM de Google et effectivement de OpenAI. J'ai pas besoin d'aller créer mon LLM qui va me coûter une fortune. De toute façon, c'est pas c'est pas possible. Et enfin, c'est possible, mais ça n'a aucun intérêt. Donc effectivement, pour ce genre d'activation, ça ne vaut pas le coup. Par contre, en marketing, encore, on en parlait il y a 2 minutes, le propensity modeling dans la base de données, faut construire. Faut construire ces algorithmes dans la base de données, puisque après les algorithmes, en fait, tu les mets en compétition les uns avec les autres. Ils s'améliorent petit à petit avec les données et tu finis par avoir un algorithme qui est très très performant et donc, qui t'appartient en entreprise. Donc en gros, ma réponse, je suis désolée, Non, elle mais est vas-y. compliquée. Mmh. Il faut être stratégique, il faut penser à tous les objectifs. À mon avis, un modèle hybride, c'est ce qu'il y a de mieux en fonction des objectifs. Euh, pour nous, chez Jabra, effectivement, vu qu'on a des produits qui sont faits et qui utilisent l'IA tous les jours, on a construit quand même pas mal de choses à l'interne. Ouais, bah, puis c'est vrai, enfin, tu vois, je enfin, tu as fait la bonne différenciation aussi, je pense, entre les sujets, heu, internes à ton produit ou à ton offre, aussi et puis les actions, que tu vas mener, market
où là, bah, ça peut te permettre d'aller plus vite, effectivement, de prendre une solution. Peut-être faire attention à l'abonnement au mois par rapport à l'abonnement à l'année aussi, en fonction des sujets, de ce que tu peux prendre. Parce que, tu vois, il y a un truc sur lequel, une menace, on va dire, ou pour en avoir discuté aussi avec des collègues qui sont, plutôt côté produits ou des choses comme ça, qu'on voit pas trop. Je pense à des outils comme Lovable, tu vois? Qui ont beaucoup grossi, qui te permettent de coder rapidement une application, et tu vois, du coup, des outils qui se lancent et qui font payer, enfin, qui sont payants sur des technologies comme ça, où tu te dis, au final, le risque, hem de pas développer toi-même ton produit. Tu peux te dire, bah écoute, c'est codé avec de l'IA, ça va très vite, c'est bien, j'ai pu lancer sans développeur, sans machin. Sauf qu'au final, tu te retrouves aussi, mine de rien, prisonnier des politiques tarifaires de ces outils-là. De si un jour, ben, c'est bien, toi, tu as créé ton entreprise, tu as lancé ton produit, ta nouvelle fonctionnalité, tu as des clients, et puis, bah, en fait, d'un coup, le Webull, par exemple, enfin, je sais pas, hein, je sais pas pour les cibler particulièrement, mais ils décident de multiplier par 3 leurs tarifs ou de changer leur politique tarifaire, et toi, ça fait du coup complètement sauter ta structure de coût en entreprise, quoi. Donc il y a toutes ces menaces-là aussi, qu'on mesure peut-être pas encore très bien dans la folie de l'implémentation de l'IA, parce qu'il y a du potentiel, quoi. Oui, en même temps, la concurrence, ça a toujours existé partout et je pense que dans tous les marchés qui sont en croissance ou pas, la concurrence, fait que le marché est juste et que, on peut pas faire non plus ce qu'on veut et qu'il faut personne ne peut trop exagérer non plus. Donc, je pense que c'est pas trop un problème de décider d'acheter, c'est plus il faut rester au courant de ce qui se passe, être, sans arrêt, à l'affût des nouvelles possibilités, pour pas investir trop dans quelque chose qui peut être encore mieux. Donc faut rester au courant de ce qui se passe. Mais à mon avis, au niveau prix tarifaire, oui, c'est un danger. En même temps, la concurrence a toujours existé et je pense que du coup, Ouais, il on y a une forme de risque régulation. d'avoir, Mmh. voilà, tout à Mmh. fait. Très cool. Écoute, du coup, si on embraye sur le côté un peu impact sur, l'humain, le marketeur en soi, comment est-ce que tu vois, toi, l'impact de l'IA, sur ton rôle de CMO? Donc sur ton job, quoi, au final, et puis, peut-être aussi sur, est-ce que ça a déjà changé des choses sur l'organisation globale de ton équipe? Voilà. Mmh. Pareil, excellente question. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose pour moi? C'est vrai que ça fait 10 ans que j'utilise l'IA pour améliorer la performance de mes équipes marketing. Donc, ça fait longtemps que ça a changé pour moi. Euh, Ce qui a changé, c'est que je suis beaucoup plus, comme je disais avant, je suis beaucoup plus à l'affût sans arrêt de ce qui se passe pour être sans arrêt plus performante. Et ça, c'est pas évident quand on gère des grosses équipes, de toujours rester au, au mieux de ce qui se passe, être au courant de tout. Il faut quand même une certaine dynamique de curiosité, euh, de temps. Il faut trouver du temps pour le faire. Donc ça c'est ce qui a changé. En même temps, j'ai fait partie de la révolution digitale il y a 30 ans et c'était pareil, il fallait aussi s'adapter, comprendre. Donc oui, peut-être que je suis née quelque part dans la carrière où le changement fait partie du jour au jour et du coup, ben, c'est resté. Au niveau de mon organisation, je pense que il y a une partie de l'équipe qui est très, très dynamique et qui est pro et qui avance super vite. Puis, il va forcément, comme dans toutes les révolutions, c'était pareil pour l'e-commerce, il y a une partie de l'équipe qui est peut-être un peu plus résistante au changement. Et ce qui est très important pour moi, c'est de me concentrer sur l'augmentation de l'humain au lieu du remplacement de l'humain. Et de vraiment, et on faisait les mêmes comparaisons quand on lançait du e-commerce il y a 25 ans, il y a 30 ans. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'expérience consommateur avec les humains en utilisant les machines pour faire plus les tâches répétitives qu'on n'a pas envie de faire ou on n'ajoute pas de valeur. Donc, par exemple, j'ai fait une
une analyse de la satisfaction de mes employés quand j'ai commencé il y a 6 mois. Et il y avait beaucoup de gens qui disaient, bah, c'est dur parce que on travaille dur et qu'on a beaucoup de tâches répétitives. Mmh. Donc, pour moi, c'était très important d'adresser le fait qu'ils doivent faire des rapports de performance sur Excel, des productions de présentations PowerPoint, etc. C'est pas forcément là où ils vont ajouter de la valeur. Donc, essayer de comprendre comment on peut utiliser l'IA pour les aider, pour qu'ils aient du travail de qualité au lieu de quantité. Euh, et récemment, commencer à vraiment augmenter les humains avec l'IA agentique. Donc ça, c'est le niveau du dessus après l'IA génératif. C'est l'opportunité d'avoir un collègue qui est une machine, avoir un collègue qui est ton agent, qui s'occupe de toi, qui fait ce que tu lui demandes, qui peut être aussi proactif, que tu crées toi-même. Du coup, l'humain est en contrôle. Et ça, je trouve que ça, c'est intéressant parce que ça donne un côté positif au changement. Ça te permet d'être en contrôle en tant qu'humain, ça te permet de déléguer, ça te permet d'avoir une vie un petit peu plus intéressante. Et comment, justement, bah, tu parles de l'appropriation au final, et de l'usage de cette technologie par tes équipes avec des gens qui sont, plus ou moins réfractaires, on va dire, au changement. Comment est-ce que tu organises la montée en compétences de tes équipes, sur ces sujets? Parce et puis tu l'as dit toi même toi par rapport à toi, parce qu'il y a cette, donc ménager du temps pour la veille et se tenir au courant, ça ça fait partie du job du coup, de et j'avais dit, au final, on voit beaucoup ce FOMO, cette peur, bah, soit d'être remplacé par de l'IA, mais même, j'allais un peu de courir comme un poulet sans tête, tu vois, sur les différents sujets parce que tu as des tendances qui sortent. Il y a des actualités qui sortent tous les jours, et au final, bah, ça crée un contexte qui peut être un peu angoissant ou en tout cas, on peut se sentir dépassé. Donc du coup, comment est-ce que tu arrives à embarquer tes équipes? Comment est-ce que tu mets en place la montée en compétences sur ça pour qu'ils approprient les sujets et qu'ils en tirent le potentiel que toi, tu vois? Mmh. C'est super rigolo parce il y a longtemps quand, on était je te donne un petit exemple, de comparaison. Quand, on a lancé le home cinéma, le cinéma à la maison avec, énormément de capacités, cinématographiques pour avoir une super expérience à la maison, il y a beaucoup de gens qui parlaient de la fin et de la mort du cinéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le cinéma s'est réinventé. Le cinéma a créé des expériences qui sont différentes, où on apprécie d'aller au cinéma parce que c'est différent que de rester à la maison pour regarder un film. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder l'IA, en fait, et moins de faux mots et plus de naturellement, les choses vont se faire où on va tous s'adapter petit à petit et les rôles vont changer, on va s'adapter et le FOMO est important parce que c'est vrai qu'on a envie de tout savoir, de tout connaître, mais on peut pas tout savoir, on peut pas tout connaître. Et la façon dont j'essaye de former mes équipes pour tout ça, c'est premièrement une formation pour tous. Donc, en fait, ce que je ne veux pas, c'est que l'IA reste quelque chose d'exclusif. L'IA, c'est pour tout le monde et on fait des formations où on commence tout en bas de l'échelle et on commence pour tout le monde. On ajuste les niveaux pour que tout le monde ait la même chance, la même opportunité. Personne n'est exclu. On a décidé, on a 150 marketeurs et ils vont tous avoir la même formation. Euh, on va leur expliquer et on leur explique comment créer leur agent, comment créer des prompts qui marchent, qui font vraiment la différence. En plus, sur le modèle d'Amazon que je connais depuis un certain temps, nous avons créé des équipes de pizza. Je ne sais pas si tu connais, en fait, c'est des équipes agiles où Jeff Bezos disait, si tu peux nourrir une équipe avec une ou deux pizzas, la taille de l'équipe est parfaite pour qu'elle performe. Donc, en fait, on crée des équipes transversales qu'on appelle les pizza teams, OK. où on dit aux gens de travailler ensemble sur des sujets qui sont communs, avec des objectifs communs.
et ça nous rend plus agiles. L'IA nous a rendus plus agiles. Et on crée des centres d'excellence, comme je te disais avant, sur la stratégie, la création à haut niveau, là où les humains peuvent ajouter plus de valeur. Donc il y a un côté organisation et il y a un côté formation pour essayer de mettre tout le monde au niveau. Ouais, j'allais dire d'autant que, dans une entreprise comme Jabra, j'imagine il y a des politiques de sécurité informatique, aussi qui font que l'usage de l'IA doit être encadré. Peut-être qu'il y a des limitations, on va dire, sur, ce que peut faire un individu, pour, utiliser l'IA dans son travail et sa volonté d'aller s'approprier des outils ou de les utiliser pour son travail et puis ce qui peut être organisé, toléré dans le cadre de l'entreprise et de la sécurité la politique de sécurité informatique, quoi. Tout à fait. La sécurité informatique, le côté éthique, la gouvernance, tout ça, ce sont des priorités pour toutes les entreprises qui sont dans le monde de l'IA aujourd'hui. Et c'est pareil pour nous. C'est très, très important et c'est à la, euh, au corps du business. OK. Et OK, très cool. Bah écoute, c'était super intéressant. Bon, j'allais dire, on pourrait en parler pendant toute la journée, mais du coup, bon, on en a parlé au final un petit peu tout le long aussi, mais j'allais dire, si on devait conclure, toi, c'est quoi tes challenges du coup un petit peu du moment dans ton rôle, dans ton équipe, là où tu challenges un petit peu marketing, Jabra, après 6 mois dans ton entreprise, après ta prise de poste, c'est quoi un petit peu du coup les gros sujets qui rythment ton quotidien en ce moment? Ben, alors vraiment être présent pour nos clients et les comprendre parce que nous on est en train de changer, mais nos clients sont en train de changer, donc ça c'est critique. Rester près du client, rester près de nos partenaires, les soutenir à travers ce changement. Là où on a de l'innovation, partager cette innovation avec nos partenaires, nos distributeurs, nos revendeurs, nos intégrateurs, au niveau audio, au niveau vidéo, et aussi travailler de façon très proche avec les alliances, Microsoft, Google, Zoom, qui eux-mêmes sont des agents de transformation. On travaille très bien avec eux. Euh, Moi, je pense que il faut rester concentré sur le client, pas la technologie. On a parlé beaucoup de technologie et le plus important, c'est le client. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on peut résoudre leurs problèmes? Euh, à l'interne, automatiser les tâches qui sont répétitives pour que les employés soient plus heureux, plus satisfaits. Et on le sait, hein, la science l'a prouvé, si les employés sont contents, les consommateurs, les clients seront mieux servis, donc tout le monde y gagne. Euh, Se concentrer sur les humains pour la stratégie, pour la valeur ajoutée. Et quelque chose que je répète souvent, euh, c'est se souvenir que quand tout autour de nous sera IA, eh ben c'est certainement l'humain qui fera la différence. Ça, c'est quand même quelque chose où il faut se souvenir que l'expérience humaine sera le différenciateur sur le long terme. Ouais, c'est marrant. J'ai presque envie de dire, on revient toujours à la base du marketing. Au final, c'est l'humain, le consommateur, l'empathie, enfin comprendre ce qui se joue derrière. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de technologie. Et puis j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'au final, à chaque fois, enfin, c'est pas ajouter de l'IA pour ajouter de l'IA, que ce soit dans les équipes ou dans les process ou dans le produit, mais c'est comment tu sers mieux le consommateur, de quoi il a besoin, et donc effectivement, est-ce que l'IA a une réponse pour nous permettre d'aller plus loin sur ce sujet-là? Tu es reparti de l'enquête de satisfaction des employés pour voir c'est quoi qui leur posait problème et les points de friction. Et puis du coup, comment est-ce qu'on peut relever ces challenges? Et est-ce que l'IA a un potentiel pour nous aider sur ces points-là? Et c'est vrai que tu vois, bah, dans la communauté marketing là, que j'anime aussi, il y en a une qui nous disait l'autre jour, c'est ça, c'est comment je fais pour dire non à mon CEO quand il veut mettre de l'IA partout, quoi. Entre guillemets, on en rigolait, tu vois, mais c'est aussi un petit peu ça au final, et on en revient au marketing, enfin, et de base, c'est à la fin, c'est quel est l'objectif, à quoi ça sert, et après, tu vois effectivement comment est-ce que tu peux le traiter et quelle technologie tu peux mettre derrière pour essayer de t'aider à le faire mieux. Mais au final, on revient toujours au pourquoi, pour qui, quoi.
Exactement, et mesurer et toujours mesurer l'impact. Aujourd'hui, il y a énormément de conversations sur, est-ce que les entreprises ont le retour sur investissement, en IA, et c'est important d'être très clair, comme tu dis, l'objectif. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Pourquoi? À qui? Et avec qui? Et du coup, mesurer l'impact. Ouais. Très cool. Eh ben, écoute, encore une fois, merci, merci pour tout ça. Si on devait résumer notre échange, qu'est-ce que tu voudrais retenir de ce qu'on s'est dit? Se concentrer sur le client, pas la Ouais. technologie. Très cool. Eh ben, écoute, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Sandrine, encore une fois, pour ton temps et ton retour d'expérience, c'était super intéressant. Eh ben, merci à toi, Axel, et puis une très bonne journée. Ouais, merci à toi aussi.